Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à Dimitri. Comme tous mes livres depuis 1997. Collection Mouvements économiques et sociaux. Dirigée par Claude Albagli. La collection Les mouvements économiques et sociaux, présentée par El Armatanet, l'Institut CEDIM se propose de contribuer à l'analyse des nouveaux aspects de la mondialisation en embrassant les phénomènes économiques, sociaux et culturels. Elle vise à faire émerger des recherches et des contributions originales sur les mutations du développement et de la mondialisation. Albagli Claude, le surplus agricole de la puissance à la jouissance, l'Harmattan Col. MES, 2001. DELIVANISNEGREPONTI Maria, la mondialisation conspiratrice, l'Harmattan Col. MES, 2002. Ruby Marcel sous la direction Une mondialisation humaniste, préface du ministre délégué de la coopération et de la francophonie, Pierre-André Wiltzer l'Harmattan Col. MES, 2003. RAJEMISON Saundra Vololona Esperluette Albagli Claude sous la direction Mutation contemporaine et développement, préface du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Jean-Théodore RANJIVASON, l'Harmattan Col. Mai 2003. MAYOUKOU Célestin, Albagli Claude, TORQEBIAU Emmanuel Étuilier Jean-Pierre coordonnateur, Gouvernance du développement local, CIRAD, l'Harmattan Col. MES 2003. Albagli Claude coordonnateur, Alter Développement et Développements altérés, hommage à Jacques Austruy, l'Harmattan Col. MES 2003. Kim Yersou Esperluette Albagli Claude coordonnateur, Corée du Sud, le modèle et la crise, Commission nationale coréenne UNESCO Col. Mai l'Harmattan 2004. Tremblay Rodrigue, L Amérique impériale Col. Mai l'Harmattan 2004. Huchet Jean-François Esperluette Richer Xavier coordonnateur, Gouvernance coopération et stratégie des firmes chinoises Col. Mai l'Harmattan 2005. Duprier Pierre sous la direction Entreprise roumaine en transition, études de culture organisationnelle, Col. Mai l'Harmattan 2005. COURTHEOUTX Jean-Paul, la socio-euphémie, expression, modalité incidence, AELF Col. Mai l'Harmattan 2005. GURRAOU Idriss Esperluette Richer Xavier sous la direction Intelligence économique et veille stratégique, défis et stratégies pour les économies émergentes, coédition Arcy Col. Mai l'Harmattan 2006. Schmitt Christophe sous la direction Université et entrepreneuriat des relations en quête de sens, Col. Mai l'Harmattan 2006. Austruy Jacques, Islam face au développement, Col. Mai l'Harmattan 2006. Gerne Jean-Pierre sous la direction Les sciences sociales confrontées aux défis du développement, Col. Mai l'Harmattan 2006. Paturel Robert sous la direction Dynamique entrepreneuriale et développement économique, Col. Mai l'Harmattan 2007. Trémont-Pierre, Jean-Charles Borda 1733-1799, Col. Mai l'Harmattan 2007. TSAFACKNANFOSS Orogea sous la direction L'économie solidaire dans les pays en développement, Col. Mai l'Harmattan 2008. Albagli Claude, Les 7 scénarios du Nouveau Monde, préface du sénateur Jean-François Legrand, Col. Mai l'Harmattan 2009. Gassivon sous la direction Vers une francophonie entrepreneuriale, Col. Mai l'Harmattan 2009. Trémont-Pierre, Le développement au péril de la finance, essai, Col. Mai l'Harmattan 2010. KYINDOU Alain sous la direction Culture, technologie et mondialisation, Col. Mai l'Harmattan 2010. KOULAKOUMOUNA Étienne, Réglementation et performance, l'enseignement supérieur au Congo, Col. Mai l'Harmattan 2013. Paturel Robert sous la direction Projet et entrepreneuriat dans des pays émergents, Col. Mai l'Harmattan 2013. LEVYTADJINE Thierry et S. Udjan sous la direction Entrepreneuriat, PME durable et réseaux sociaux, Col. Mai l'Harmattan 2013.
Ben Abdelkader Fahmier la baronne Daniel sous la direction. Institution de gouvernance confiance et développement, application aux pays arabes de la Méditerranée, Col. Mai l'Harmattan 2014. DELIVANISNEGREPONTI Maria. L'assassinat économique de la Grèce et le dernier recours, la drachme, l'Harmattan Col. MES 2014. ZHANGFERNANDEZ Rong, précis de civilisation chinoise Col. Mai l'Harmattan 2014. TSAFACKNANFOSS Orogea sous la direction. Bilan et perspectives en 4 décennies 1972 à 2012, préface ALBAGLI Claude, président Institut CEDIMES Col. Mai l'Harmattan 2014. Jeanne SU et LOUICIUS Michel sous la direction. Modèle de développement des pays émergents, caractéristiques, portées et défis, Col. Mai l'Harmattan en préparation. Préambule. Le choix de la France pour l'édition de mon dernier livre qui est autant un cri d'angoisse quant à l'avenir de la Grèce qu'un appel à l'aide, ne s'est certes pas fait par hasard. Hormis les liens particuliers et de longue date que j'entretiens avec la France, ma collaboration avec des économistes français, mais aussi ma participation régulière aux activités des 2 associations francophones d'économistes, l'AIELF et le CEDIMES, je veux espérer, en ces heures difficiles, que les informations sur ce qui se passe réellement en Grèce sensibiliseront le peuple français et les intellectuels, et que leurs réactions interrompront le cours de notre génocide économique. Je tiens à remercier chaleureusement les éditions L'Harmattan qui, avec l'Institut CEDIMES, publient pour la 2e fois l'un de mes livres, le premier étant Mondialisation conspiratrice, en 2002. Tous mes remerciements aussi au président du CEDIMES, mon cher collègue Claude Albali, non seulement pour notre collaboration depuis toujours si constructive au sein de ce réseau académique, mais surtout pour l'initiative qu'il a prise de consacrer et de diffuser partout dans le monde la collection Mouvements économiques et sociaux. Je ne remercierai jamais assez Caroline Luigi pour sa traduction soignée d'un texte souvent difficile. Très proche de nous puisqu'elle a choisi la Grèce comme seconde patrie, elle est animée par la volonté de faire connaître en France les conditions de sauvetage révoltantes imposées à la population grecque depuis 5 ans. Mes remerciements s'adressent aussi à Jean-Charles Luigi pour sa contribution modeste mais tout aussi précieuse. Il va sans dire que sans leur aide, la publication en français de ce livre n'aurait pas été possible. Avant-propos. Le livre que vous tenez entre les mains se veut original, différent des autres livres sur ce sujet. Les analyses concises, directes et parfois empreintes d'ironie, suivent pour ainsi dire jour après jour le déroulement du drame vécu par la Grèce depuis 2011 jusqu'au début de 2014. Sorte de journal de bord qui rend compte de faits essentiellement économiques, cette étude est aussi une chronique de la dette grecque et de la façon dont celle-ci est gérée. Il va de soi que la plupart des textes, choix et conclusions s'appuient sur la théorie et la pratique économique. Le lecteur n'aura pas à subir de longues analyses compliquées. Il lui sera par contre donné de suivre l'évolution de cette période cruciale que traverse le pays. Les faits sont du reste mis en relation les uns aux autres de sorte à l'aider à comprendre pourquoi et comment certaines décisions ont été prises, avec les conséquences que l'on sait. Les raisons qui ont conduit notre pays dans l'impasse, la crédibilité de nos dirigeants, l'efficience des mesures, les motivations réelles des mémorandums moins si loin de celles qui sont officiellement évoquées, mais aussi les alternatives sont envisagées d'une façon simple et autant que possible objective, laissant à chacun la liberté de se faire une opinion. Ce livre comporte 3 grandes parties. La première consiste en une introduction assez étendue, à savoir un tour d'horizon de l'économie internationale. Elle fournira un certain nombre d'éléments nouveaux qui, je pense, aideront le lecteur à interpréter l'actualité récente de la Grèce mais pas seulement. En d'autres termes, je tâcherai de me focaliser sur la marche dramatique des événements qui touchent le pays moins telle qu'elle sera développée dans cette étude, résultat des recherches communes menées et promues par des centres non grecs et même non européens. Des éléments donc plus ou moins connus de l'actualité mondiale, auxquels j'ai pris soin d'apporter un éclairage théorique pour interpréter les causes profondes de ce que nous sommes en train de vivre. Les idées défendues dans l'introduction s'appuient sur des éléments avérés,
mais aussi à un moindre degré, sur des indices et des hypothèses que j'estime solides. Je voudrais profiter ici de l'occasion pour souligner le fait que les pronostics, notamment lorsqu'il s'agit, comme dans le cas présent, des mutations transversales de l'ordre économique et politique international, ne sont certes pas infaillibles et ne peuvent être considérés comme absolus. C'est pour cela que je me permets de rappeler que je voyais finalement juste, lorsque je me montrais sceptique quant aux conséquences, qui s'avèrent effectivement désastreuses moins de la mondialisation, mais aussi à l'inefficacité des mesures censées combattre la crise de la dette, puisque mes craintes ont vite été vérifiées par la réalité. Le corps principal de ce livre comprend 4 sections qui suivent un plan chronologique. Chacune d'elles procède d'un choix, bref recensement, analyse et critique des actes imposés par les mémorandums au cours des 4 dernières années. La première section porte sur les aspects divers et douloureux de l'impasse où se trouve la Grèce. Il ressortira, au moyen d'une argumentation basée sur la théorie économique et des faits particuliers, qu'avec les mémorandums, la Grèce ne peut espérer sortir de la crise. Le lecteur avancera au rythme de l'enchaînement des événements presque cinématographiques puisqu'il vivra la peur, les promesses non tenues, les occasions manquées. Dans la deuxième section, seront stigmatisées les mesures totalement inefficaces que je qualifierais même d'irrationnelles, tandis que d'autres solutions radicalement opposées et probablement beaucoup plus efficaces et moins dévastatrices pour le pays et sa population sont proposées. Des mesures effectivement extrêmes, et le stress qu'elles provoquent est omniprésent, entretenu par la perspective terrifiante et trompeuse d'un retour à la drachme brandi comme un épouvantail par les médias complices, mais aussi par les revirements continuels du gouvernement qui, face au chantage cynique de ses créanciers, finit toujours par céder pour une nouvelle tranche d'aide. Dans la troisième section, je m'attacherai à mettre en lumière l'avenir de la Grèce et, dans une certaine mesure, celui de la zone euro. Pour cela, j'utiliserai le retour à la drachme, temporaire ou définitif, qui, compte tenu des circonstances, je l'avoue, semble désormais notre seul recours. Parallèlement, j'examinerai les répercussions désastreuses du coup porté aux banques de Chypre sur la confiance de leurs déposants. Mesure d'autant plus préoccupante qu'elle risque fort de s'étendre au reste de l'Europe. Enfin, la quatrième section, plus courte, comporte 2 lettres ouvertes que j'ai adressées à 2 personnalités politiques auxquelles de graves questions sont posées et attendent des réponses. Dans la conclusion enfin, je tenterai de comprendre pourquoi la Grèce ne peut en aucun cas espérer sortir de la crise si elle reste enfermée dans la politique des mémorandums. Le retour à la monnaie nationale et une intensification des efforts pour faire redémarrer la croissance ne se feront pas sans d'énormes difficultés, mais apparaissent néanmoins comme la seule alternative possible. Les références bibliographiques sont volontairement succinctes, contrairement à mes autres livres. J'ai fait ce choix pour me conformer à cette tendance qui prévaut ces dernières années en Grèce, notamment pour des ouvrages de cette sorte qui ne sont pas destinés à un public restreint d'étudiants en économie ou de spécialistes de l'économie. Ce livre s'adresse à un large public ne disposant pas nécessairement des connaissances spécifiques en la matière, mais appartenant à cette catégorie des citoyens engagés. Des citoyens donc, qui appartiennent à des catégories professionnelles très variées et qui ont besoin d'un solide regard critique sur les événements les plus marquants mais aussi d'argumentation pour être en mesure de juger par eux-mêmes et prendre conscience que d'autres voies existent, au-delà de celles des mémorandums. Il est par conséquent normal, comme me l'ont d'ailleurs fait remarquer d'anciens étudiants à moi employés dans des maisons d'édition, que les longues bibliographies ne les intéressent pas et qu'ils renâclent à s'y reporter. Sachant que les textes analytiques, courts pour la plupart, s'appuient sans s'appesantir sur la théorie et la pratique économique, j'ai donc limité autant que possible les références bibliographiques que j'ai plutôt concentrées sur l'introduction et la conclusion, et qui du reste se reportent presque exclusivement à l'évolution récente des idées, aux derniers rapports d'organismes internationaux et à la riche information constamment remise à jour disponible sur l'Internet. Maria NgrepontideLivanis. Thessalonique, novembre 2013. Introduction, d'obscures motivations. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. John Stuart Mill. Les 30 dernières années sont plus qu'avant, marquées par l'acharnement des plus puissants de la planète à détruire les plus faibles.
Destruction politique, économique, sociale, institutionnelle, nationale mais aussi individuelle. Banni l'espoir, la justice, l'égalité, la dignité, la confiance, la sécurité, l'espoir de vivre mieux que les générations précédentes. Mise à mal la solidarité des hommes, la cohésion sociale, l'inviolabilité du domicile, la santé physique et mentale. Évanoui les idéaux qui rendent meilleur et élèvent le genre humain dans sa marche incessante. Inéluctable, le déclin des principes légués par la religion, menacé par cet environnement si tolérant à l'égard de la cruauté des puissants envers les plus faibles. Ce climat d'intimidation indescriptible s'explique par la disparition brutale de toute forme de soutien, de toute notion de stabilité et de continuité qui déchire les sociétés d'aujourd'hui et les remonte, si l'on peut dire, à coups de peur primitive, celle que l'on ressent face à une catastrophe terrible et démesurée. Les conditions de subsistance, la qualité et l'espérance de vie, la possibilité d'avoir des enfants et de les élever, l'assurance de faire face à la vieillesse et aux problèmes de santé, de bénéficier d'un minimum de services sociaux, la reconnaissance du droit au travail, la distinction entre droits et devoirs. La liste est longue de ces acquis impitoyablement effacés, alors que les disparités sociales se creusent à nouveau. Le recul progressif de nos sociétés dites civilisées n'est pas le fait, comme auparavant, de conflits ni de catastrophes naturelles. Il est le résultat des décisions et des actes tragiques de quelques milliardaires à l'esprit passablement dérangé, affectés d'une sorte de syndrome totalitaire. Les membres de cette oligarchie, comme avant eux Hitler et les nazis, se croient dotés de qualités supérieures qui font d'eux des surhommes. Eux seuls sont capables, pensent-ils, d'anticiper et de dessiner le monde de demain qu'ils entendent gouverner seuls, maîtres à venir de la gouvernance mondiale. L'affermissement de leur domination sera complet, dès lors qu'ils auront mis la main sur les richesses des économies nationales. Conséquence escomptée et logique, la décimation de la quasi-totalité de la population mondiale qu'ils estiment en surnombre par rapport aux besoins et aux capacités alimentaires de la planète, et la paupérisation du reste, tant au niveau économique, social, éducatif que psychique, de sorte qu'elles rejoignent la multitude asservie, sans quoi le nouveau système ne peut fonctionner. La mise en œuvre de cette phase a ainsi commencé dans les années 1970, avec l'instauration de la mondialisation et du néolibéralisme tous azimuts, dont la physionomie a nettement changé ces 5 dernières années. Choisie pour servir de premier cobaye, la Grèce réalise à un rythme accéléré tout ce qui a été décidé pour la suite. Bien sûr, adopter une telle orientation dans l'analyse des évolutions actuelles, c'est prendre le risque de passer pour une conspirationniste, surtout lorsque la matière se base en grande partie sur des hypothèses pas toujours totalement vérifiées, ce qui est inévitable dans des travaux socio-économiques comme la présente étude. Pour commencer, je refuse tout lien, ne serait-ce que minime, avec des conspirations ou le conspirationnisme. J'ajouterai par contre qu'il est nécessaire de trouver un sens à ce terme, de définir ce en quoi il consiste, d'une façon qui corresponde à la réalité, au lieu de le rejeter en bloc tout simplement parce qu'il renvoie a priori à des fantasmes et à des scénarios imaginaires et infondés. Cela, parce que l'on a tendance actuellement, en Grèce comme ailleurs, à refuser catégoriquement toute proposition différente des analyses traditionnelles. D'autre part, je ne peux m'empêcher de penser que ce que nos sociétés sont en train de vivre, loin d'être spontané, est le reflet d'un plan savamment élaboré. Autrement dit, je pense que la période actuelle corrobore les constats et les analyses que je fais dans mon livre « Mondialisation conspiratrice Negroponti Delivanis, 2001 », où je prévois entre autres l'éclatement de la deuxième grande crise économique de 2007. Je soupçonnais alors déjà l'existence de plans à l'échelle internationale, que j'hésitais cependant à qualifier de conspiration. Or les faits sont là, vu ce que la Grèce mais aussi l'Europe et le monde sont en train de vivre, et je considère que ne pas y voir de complot relève d'une naïveté impardonnable. Comment en effet douter de l'existence d'un réseau conspirateur de grande envergure après les révélations terrifiantes de Julian Assange et d'Edward Snowden, poursuivis par les autorités américaines affolées car comme on le voit, elles se sont fait piéger et sont au pied du mur? Toute opinion réticente à l'égard des complots devrait permettre de bien distinguer ce qui fait partie de la diplomatie, ne serait-ce qu'au sens large, de ce qui n'en fait pas partie. Et ce qui n'en fait pas partie, mais semble néanmoins peser de plus en plus face à la diplomatie, ce sont justement les dits complots.
Notamment après le scandale des écoutes téléphoniques de nombreuses personnalités politiques européennes et autres par les services secrets américains, pour le compte des États-Unis, mais aussi du Royaume-Uni, dans un cadre qui dépasse l'imagination la plus délirante. Alors, dans le contexte international actuel, quelle place peut bien avoir une critique sévère à l'égard des complots à partir du moment où ceux-ci se sont généralisés et apparaissent au grand jour ? Après la Deuxième Guerre mondiale et les 30 glorieuses qui s'ensuivent, le monde change, entre dans une longue période de préparation, d'élaboration et de planification. Pendant longtemps on a cru à une série de transformations hétéroclites, indépendantes les unes des autres, chacune pointant un objectif particulier. Mais aujourd'hui avec le recul, on voit clairement que dès le début, il existait un plan de longue durée qui constituait le lien entre ces différentes transformations. Ce plan préparait l'avènement et l'instauration d'une nouvelle étape du capitalisme, que je ne peux m'empêcher de nommer étape du cannibalisme, ou étape du capitalisme soviétique, ou encore étape du capitalisme brigand. Plus concrètement, ces qualificatifs expriment, à mon avis, les souffrances infligées à la Grèce et à Chypre ces dernières années. Et puis, ne sont-ils pas à la mesure de ce capitalisme d'aujourd'hui qui, pour la première fois, permet à un État de faire main basse ? Les ponctions ne sont pas un phénomène nouveau, mais elles se font d'habitude dans l'ombre, sur les dépôts de plus de 100 000 euros. À ce sujet, la désinformation s'est bien sûr empressée d'accuser des hommes d'affaires véreux qui profitaient de Chypre pour blanchir leur argent sale, dissimulant ainsi le fait que les dépôts de plus de 100 000 euros appartenaient surtout à l'État, caisse d'assurance maladie, salaires, recettes fiscales, investissements publics et d'exploitation, caisse de l'Église, de fondations sous l'égide de L'. L'État est financé par lui, etc., et non à des criminels et à des oligarques, lesquels en outre ont eu la chance de pouvoir vider leurs comptes à partir des agences bancaires chypriotes de Londres notamment, restées ouvertes alors qu'elles auraient dû être fermées comme toutes les autres pour éviter les retraits massifs. Negroponte Delivanis 2013. L'instauration d'une gouvernance mondiale devrait couronner l'aboutissement de ce nouvel ordre des choses. Ainsi, des questions se posent-elles. Qui donc se cache derrière ces plans obscurs? Quels maîtres d'œuvre ont pu imaginer et faire peser ces mutations transversales criminelles dans la vie de millions de personnes, provoquant cette tempête humanitaire et culturelle d'une ampleur inégalée? Et puis, quelles personnes, quels organismes sont-ils utilisés pour promouvoir leurs plans? Ces visionnaires qui ont eu l'idée de ces changements, présentés par ailleurs comme un progrès, comme une restructuration modernisatrice et innovatrice, ont un visage et un nom. Ils vivent, comme on a coutume de le dire, parmi nous, et font sentir leur présence chaque fois que l'occasion autour d'eux se présente et qu'ils peuvent promouvoir leur sinistre plan qui consiste à pomper au maximum la multitude de leurs victimes. Ils sont haut placés dans les milieux des affaires et pas seulement extrêmement cupides et durs. Dominateurs, ils assujettissent les foules qui ne sont pour eux qu'un poids mort dans l'évolution de l'humanité. Ils se sentent supérieurs, omnipotents, ont une confiance absolue dans la justesse de leurs choix, obstinés, constants dans les objectifs qu'ils se fixent. Ils ne sont bien sûr pas tous au même niveau. Il y a le chef incontestable au sommet, et derrière lui toute une série d'officiers d'état-major et de seconds, tous initiés au plan final et fermement décidés à le promouvoir. L'Allemagne est indéniablement, du moins en apparence, aux commandes de ce plan, tant au niveau européen que de la zone euro, puisque la puissance et la souveraineté nationale des États membres se sont sensiblement affaiblies. Je rappelle que la mondialisation, dès son apparition, visait entre autres choses l'amenuisement des souverainetés nationales. Or, c'est l'Allemagne, la plus puissante des économies européennes, qui pèse le plus dans les décisions qui ont trait à l'Europe. Cela lui donne-t-il néanmoins le droit de décider seul et d'imposer sa volonté aux autres États membres? De toute évidence, cette position de force ne figurait pas dans les conditions préalables de l'Union européenne qui garantissait explicitement l'égalité des États membres, et écartait sans équivoque l'idée d'une Europe à deux ou plusieurs vitesses. Ce sont justement ces promesses qui ont enfermé les pays du sud de l'Europe dans le processus d'unification. Et maintenant ces mêmes pays voient avec effroi le fossé entre les deux Europes, celle du Nord et celle du Sud, s'élargir d'année en année. Le Sud apparaît en l'occurrence comme un réservoir consommable d'êtres humains, de ressources naturelles et de biens. Avec toujours comme point de départ la Grèce,
référence obligée en même temps que source d'inquiétude puisque son avenir est des plus incertains, je vais maintenant tenter de rapprocher le passé du présent, en me servant de cette soif insatiable qu'ont les Allemands de vouloir réduire l'Europe à la soumission. Pour cela, il est absolument indispensable de bien situer la Grèce dans ses dimensions objectives et de mettre de côté l'arrogance de l'égoïsme national, je pense ici aux Grecs eux-mêmes, qui veut que tout commence et finit par elle. Acceptons plutôt le fait que ceux qui se servent de la dette publique comme d'une arme ont choisi de commencer par la Grèce, car ils jugeaient, et tout porte à croire qu'ils ne s'étaient pas trompés, qu'elle était la plus faible économiquement et d'une manière générale, la plus vulnérable des pays du sud de l'Europe, dotée de gouvernants incapables de protéger ses intérêts. D'où l'intérêt que la Grèce a suscité auprès des nouveaux maîtres du monde. Autrement dit, les expériences tant originales que douloureuses et criminelles, et même meurtrières, ne rencontreraient pas trop de résistance. Il en ressortirait un précédent qui s'étendrait à l'ensemble des pays du Sud et même à la France et au-delà. Sans négliger, bien entendu, le fait que l'élimination de la Grèce ferait disparaître par la même occasion un symbole aussi fort que dérangeant, celui d'une civilisation au fondement de l'Europe. L'Allemagne de ces dernières décennies a progressivement et méthodiquement réussi à s'imposer comme la première puissance européenne. De coupable de crimes contre l'humanité, de pays criminel incontesté qui a pourtant pu renouer avec ses victimes, de membres reconnaissant d'avoir été acceptés au sein de l'UE, l'Allemagne est devenue le despotet de la zone euro. Aucun État membre ne conteste désormais sa souveraineté mais tous la craignent, s'inclinent devant sa politique, étouffent objections et réactions. Ce climat malsain constitue un grave obstacle à la démocratie et empêche l'Europe de sortir du marasme. Et à cela, la France contribue de façon malheureusement déterminante. La France qui est indéniablement le pays européen le plus humain, avec l'État-providence le plus développé après la Scandinavie, qui accueille sans distinction les persécutés politiques de la planète. La France, et seulement elle, pourrait juguler le réveil des désirs de conquête de l'Allemagne, mais elle s'en garde bien. A-t-elle peur de perdre sa position de vice-reine de l'Europe ? Probablement. Cela expliquerait son attitude. Jusqu'à un certain point, elle entretient l'illusion qu'ainsi, elle évite le pire. Elle aurait pourtant pu tirer profit de l'image détestable que l'Allemagne s'est façonnée, si intransigeante et arrogante à l'égard de ses partenaires européens et particulièrement ceux du Sud, elle aurait pu gagner leur confiance, elle aurait pu s'imposer comme chef et facteur décisif de l'avenir de l'Europe. Et maintenant, un retour en arrière s'impose qui nous permettra de mieux comprendre le présent. De nombreux signes et coïncidences aujourd'hui vérifiés invalident, quelques 70 ans plus tard, l'hypothèse de manœuvre qui relève d'une mise en œuvre conspiratrice. J'entends ici le rapport de l'hôtel Maison Rouge que l'on doit à un espion français, lequel put s'infiltrer le 10 août 1944 dans un hôtel strasbourgeois, Atkinson 2013, et enregistrer par écrit tout ce qui s'y passait. Une copie de ce rapport, EWPA 128, fut faite en novembre 1944 par les services de renseignements américains. Quant à l'original, il est paraît-il dans un état de parfaite conservation. Il apparaît ainsi dans ce rapport que des hauts placés nazis, dès lors qu'ils comprirent que l'Allemagne allait perdre la guerre, se réunirent secrètement à l'hôtel Maison Rouge et planifièrent l'avenir de leur pays. Dès que les conditions seraient de nouveau favorables pour l'Allemagne, ils réaliseraient enfin le rêve allemand, dominer l'Europe et même le monde. Ce rapport aurait tout aussi bien pu tomber dans l'oubli ou ne pas être pris au sérieux, si son contenu n'avait pas été confirmé en de multiples points par les faits. Dans ce rapport donc, il est question de la décision prise secrètement par les nazis d'élaborer sans délai un plan sur le long terme de sauvegarde du rêve allemand, en collaboration étroite avec les grands industriels allemands d'alors. C'est ainsi que se forgea une alliance solide entre les industriels allemands et les nazis. Les richesses, provenant pour l'essentiel du pillage des Juifs persécutés, furent transférées dans des banques de pays sûrs afin de financer une fois le moment venu, le retour de l'Allemagne nazie et de rembourser dès que possible les industries alliées. Quant aux bases de l'UE et de la zone euro, elles semblent avoir été jetées plus tôt que ce que l'on croit. En effet, le 9 juillet 1940, Hermann Göring, second personnage politique sous le Troisième Reich,
fit une déclaration qui laisse penser que les nazis avaient déjà planifié le Quatrième Reich, avec même un drapeau européen. Nous proposons la création d'une grande zone économique au sein de laquelle l'économie se développera avec une moindre influence de l'État. Une communauté économique à l'échelle paneuropéenne. Avec une monnaie commune, ou du moins avec des parités stables, sans droits de douane et sans frontières, avec des traités collectifs commerciaux avec d'autres États et continents, une communauté économique européenne. Des travaux récents Boyopoulos, 2013, viennent corroborer la suite, c'est-à-dire les grandes entreprises et les multinationales des nazis liées au Troisième Reich et leur très probable participation à l'avènement du Quatrième. En effet, la quasi-totalité des multinationales allemandes d'alors sont les mêmes et poursuivent de différentes manières leur œuvre divine restée inachevée. À commencer par Siemens, elle s'est depuis lors faite en Grèce une seconde notoriété, laquelle a financé en 1943 la milice à Athènes, la Deutsche Bank, celle-là même qui a directement financé la construction d'Auschwitz, groupe qui contribua jadis au renforcement des entreprises militaires nazies et possède des parts du chantier naval dissous de Scaramanga dans la région d'Athènes. La liste s'allonge avec Farben, qui fabriquait le Zyklon B, le gaz utilisé dans les chambres à gaz. Dissoute, elle a été rebaptisée Bayer. Citons aussi IBM dont le président Thomas J. Watson fut décoré par le Troisième Reich pour avoir aidé, grâce à ses machines à cartes perforées, à la déportation des Juifs dans les 78 camps d'extermination nazis, et aussi ITT, qui approvisionné la Luftwaffe en chasseurs de nuit et en missiles, mais encore la General Motors qui construisit des milliers de véhicules blindés, voitures, camions, tanks, pour le compte de la Wehrmacht, et Ford dont le fondateur fut lui aussi décoré par le Troisième Reich de la plus haute distinction réservée aux non-allemands. Aucun d'entre eux ne fut puni après la guerre. Leurs crimes furent effacés par le haut-commissaire américain en Allemagne, John McCloy, avocat et banquier, en l'occurrence président de la Banque mondiale de 1947 à 1949. Vu sous cet angle, la mondialisation et le fondamentalisme néolibéral ne sont qu'un moyen pour faciliter, dans un premier temps, la mise en place de l'UE et de la zone euro, et dans un second temps l'instauration d'une gouvernance mondiale. Par conséquent, il ne s'agit pas de visées indépendantes les unes des autres mais plutôt de moyens intermédiaires. Toutefois, si les nazis en sont vraiment à l'origine, cela explique pourquoi la zone euro s'est à ce point envenimée, pourquoi elle se montre si méprisante à l'égard des souhaits de ses membres, mais aussi pourquoi la dette publique a été le prétexte à l'amenuisement de l'État-providence, à la perte de souveraineté des gouvernements nationaux, à la destruction des institutions européennes traditionnelles, à la détérioration du marché du travail et à la paupérisation des populations européennes. Cette triste mutation renvoie l'Europe à des dizaines d'années en arrière. Pour certains cependant, elle est un passage obligé. Une fois assagis, les États membres de la zone euro seront plus prompts à accepter la domination absolue de l'Allemagne. Or, depuis les révélations du think tank Olympiada notamment, on sait que l'UE a au début été financée par la RFA grâce à l'or des nazis mis en sécurité peu avant la défaite de l'Allemagne. On sait aussi que la RFA a placé d'anciens nazis à d'importants postes administratifs européens qui se présentaient comme des démocrates convaincus. Certes, tout cela y ressemble, mais ce n'est pas du conspirationnisme, c'est simplement la réalité. La nouvelle doctrine allemande, plus concrètement la doctrine Merkel prône selon le New York Times Yeni Safak, la domination de l'Europe par l'Allemagne qui vise l'assujettissement de toutes les économies européennes. Et à ce sujet, je voudrais insister sur ce qui vient d'être dit et citer la déclaration sans détour de la directrice du bureau de Berlin du Conseil européen des relations étrangères, Ulrike Gero. Chicago Tribune 2013. L'Allemagne posera elle seule les conditions et le rythme de la construction de l'Europe. C'est quelque chose que les autres doivent bien comprendre et digérer. Or, il faut bien l'admettre, vu ce qui se passe en Grèce et plus généralement dans les pays du sud de l'Europe, on ne peut nier l'existence de cette doctrine. Et puis, peut-on ne pas penser à l'idée qu'Adolf Hitler se faisait de l'Europe, avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Quoi qu'il en soit, le refus récent d'Angela Merkel de révéler ses intentions vis-à-vis de la Grèce est pour le moins révélateur. La Grèce doit se plier aux réformes, peu importe si ces réformes précipitent la population dans la pauvreté. Des hôpitaux, des écoles et des universités ferment,
les 3 entreprises spécialisées dans l'armement doivent être liquidées, des usines traditionnelles sont délocalisées vers des pays voisins, tout ce qui est vendable est bradé. Les dirigeants grecs l'ont bien mérité, leur mention honorable. Leurs efforts ont été récompensés, ils ont pu décrocher le fameux excédent primaire. Mais à quoi va-t-il servir cet excédent primaire ? En supposant qu'il soit vraiment atteint, sachant qu'il ne permettra pas à lui seul de rétablir la solvabilité budgétaire ? Selon des estimations, la dette publique ne peut être viable qu'à condition que l'excédent primaire soit significatif, qu'il soit donc de l'ordre de 8,66 milliards d'euros par an Olympiada. Sans parler du fait que la dette, quelle que soit la façon dont elle est gérée, fait de cet excédent primaire un problème en soi, complètement indépendant des sacrifices énormes pourtant imposés en son nom, et qui ne sera jamais qu'une goutte d'eau dans la mer, de la dette, Negroponti Delivanis 2013. De plus, cette nouvelle doctrine entend revaloriser militairement l'Allemagne et renforcer sa présence militaire dans de nombreuses régions du monde. Si l'on avait l'impression que l'Europe peut se préserver des guerres, rappelons-nous celle en Yougoslavie qui a changé la carte des Balkans, et aussi les horreurs liées à la montée subite du fascisme, partout sur le vieux continent. Je vais maintenant reprendre brièvement les mesures plus spécifiques adoptées de façon méthodique et programmée, et qui visent, semble-t-il, à l'instauration de la gouvernance mondiale. L'analyse qui suit mettra en lumière 2 questions. La première a trait à la relation qu'entretient l'Allemagne avec les colosses mondiaux que sont les banques, puisque ces 2 parties semblent être derrière les efforts communs pour un changement radical de la gouvernance au niveau planétaire. Quant à savoir comment se fera la répartition des bénéfices entre eux, cela reste à éclaircir. La deuxième question a trait au rôle tenu par les gouvernements nationaux, qui donnent très nettement l'impression de se réduire, alors qu'on se demande de plus en plus si la voie choisie est vraiment la seule. Et ceci, car l'État apparaît beaucoup plus puissant dans de nouveaux rôles, comme nous le verrons par la suite. 1. Les préparatifs. A. Le cadre institutionnel. La première grande étape réussie vers ce plan de gouvernance mondiale grandiose et démoniaque est, à n'en pas douter, d'avoir imposé une nouvelle cosmothéorie composite, combinant mondialisation et néolibéralisme. Il s'agit d'un cadre institutionnel élargi, dont la mise en place a été jugée indispensable pour qu'y soient élaborés les changements plus partiels qui permettraient de promouvoir le but suprême, à travers l'apparition de la nouvelle étape du capitalisme. Celle du capitalisme brigand. Du capitalisme soviétique, du capitalisme cannibale ou des 3 à la fois. Le premier effet visible de la mondialisation est l'émergence sur la scène internationale d'un nouvel ordre surpuissant qui prend le pas sur les précédents. C'est la domination sur les marchés, de l'autocratie financière. Cet ordre a toujours existé dans les économies développées, mais jamais dans le passé, il n'a autant déterminé le sort du monde. C'est la mondialisation, mise en place avant tout sous la forme d'un libre mouvement du capital sans contrainte, d'un côté à l'autre de la planète, à la recherche du profit maximal, qui a imposé le nouvel ordre comme première puissance mondiale, au-dessus des gouvernements, des présidents et des chefs d'État. Il s'agit d'une économie virtuelle dont la montée en puissance, d'une portée inconcevable, a délogé l'économie réelle. Pour exemple, je me réfère aux estimations selon lesquelles les 10 plus grandes banques de la planète ont une surface financière équivalente à celle de l'ensemble des économies nationales. Leur capacité de mouvement de capitaux est à peu près égale à la dette de l'ensemble des économies de la planète. Cette suprématie des banques pour ainsi dire illimitée doit beaucoup à la vampirisation et à l'appauvrissement des peuples. Elle vient également du fait que les banques ont réussi, bien qu'elles ne disposent pas de souveraineté nationale, à obtenir un droit d'émission à travers la création des produits financiers, obligations, bons, alors que dans le même temps, l'UE, la mondialisation européenne, est parvenue à retirer ce droit à ses États membres. Je dirais simplement à ce propos que, selon un rapport récent, les pays de l'Union européenne ont déboursé au total 1,6 trillion d'euros pour aider leurs banques, entre 2008, moment où la crise financière a éclaté, et fin 2011. Selon le Dow Jones Newswires, cette aide étatique avoisine 13% du PIB de l'UE. Dans le même temps, il devient de plus en plus clair que les gouvernements européens ne veulent ou ne peuvent pas envisager leurs banques comme des entreprises privées, c'est-à-dire qu'ils les laissent faire faillite.
Et qui plus est, ils n'osent pas les nationaliser ni les obliger à accorder des prêts pour stimuler les économies en récession. L'Islande est cependant le pays qui a tout osé, et c'est ainsi qu'elle a pu éviter la catastrophe, du moins jusqu'à présent. En théorie, les interprétations sont nombreuses qui permettraient de comprendre pourquoi les gouvernements européens se montrent à ce point passifs et accommodants à l'égard de leurs banques, sacrifiant pour elles leur population. Des interprétations qui viendraient s'ajouter à d'autres, comme par exemple, les liens douteux qui unissent quotidiennement les banques et les gouvernements, le fait que les banquiers sont de plus en plus souvent désignés par les lobbies internationaux pour gouverner des pays, du sud de l'Europe de préférence, la peur qu'ont les hommes politiques des mesures de rétorsion s'ils osaient opposer aux directives de la domination financière, le sentiment que les hommes politiques sont impuissants à imposer leur volonté aux banquiers et ainsi de suite. Il y a ces tentatives d'interprétation, mais, indissociables des autres faiblesses de l'euro, il y a aussi l'argument que les leaders européens se déchargent de toutes leurs responsabilités qu'ils reportent sur la monnaie unique, ce qui explique qu'ils s'opposent avec tant de force à ce que les États membres retournent à leur monnaie nationale. Surtout l'Allemagne, souveraine incontestée de l'Europe, qui est aussi le pays à avoir le plus tiré profit de l'instauration de la monnaie européenne. Il ressort d'une étude récente effectuée par la Fondation Bertelsmann que sans l'euro, l'augmentation du PIB de l'Allemagne serait inférieure d'à peu près 0,5%. Ce profit provient essentiellement de la dévaluation du taux de change, estimé à 23% depuis 1999, tandis que dans la même période, le reste de l'Europe enregistre une augmentation de l'ordre de 7%. Cette économie financière toute puissante s'est pourtant complètement coupée et ne dépend plus des conditions réelles économiques des économies nationales. Il suffit pour cela de se pencher sur le cas représentatif et provocateur des Golden Boys qui continuent de toucher des appointements astronomiques, et sans commune mesure avec leur productivité et ce, en dépit des crises aux formes multiples qui sévissent en Europe et dans le monde entier. Et j'en viens à un cas grec analogue. Malgré sa faillite, le pays doit débourser des sommes faramineuses pour les salaires et les retraites des employés du Fonds européen de stabilité financière, FESF, de l'ordre de 215 000 € par an et ce jusqu'en 2017. Les Golden Boys sont les soldats de l'ordre nouveau. Ils ont été formés dans des écoles dont l'emblème officiel est un requin, un aigle ou autre prédateur à 2 ou 4 pattes. Ils suivent un enseignement de base sans aucun rapport avec la science économique et son objectif prioritaire, qui est l'augmentation de la prospérité des hommes. Certaines questions sensibles ont complètement disparu, comme par exemple, la condamnation de la spéculation boursière des denrées de première nécessité telles que le riz, le blé ou même l'eau dont le prix lorsqu'il augmente, voue à une mort certaine une part importante de la population mondiale qui vit avec moins d'$1 par jour. La dernière opération en or de la bourse de New York concerne la spéculation sur le substitut de pétrole, l'éthanol, dont le prix a augmenté de 20 fois en 6 mois, et naturellement, les répercussions sur les consommateurs seront dramatiques puisque le prix du pétrole mélangé à l'éthanol augmentera en conséquence, Gretchen Morgenson 2013 entre autres. Les opérateurs financiers, traders, sont imprégnés jusqu'au plus profond de leur âme de l'idée que le profit est une valeur supérieure à toutes les autres et à toute autre chose, même à la vie humaine et exploitent sans le moindre état d'âme, la permissivité et l'opacité des marchés actuels. Ils sont en outre convaincus qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode pour faire du profit, seulement des méthodes efficaces ou des méthodes qui ne le sont pas. Complètement étrangers à leurs préoccupations, le mode de répartition du revenu national et des richesses, laquelle préoccupation d'ailleurs ne figure plus dans l'enseignement de nombreuses écoles économiques de la planète, sous prétexte qu'elle est hors sujet. Le comble de cette distinction artificielle entre l'économie virtuelle et l'économie réelle apparaît sous une infinité de formes tragiques en Grèce, et pas seulement, où les dirigeants du pays s'intéressent de part et d'autre aux chiffres, ignorant ostensiblement leurs conséquences sur l'économie réelle et dont pourtant dépend la survie de la nation et le bien-être des citoyens. Dernier exemple, les illusions entretenues par l'alchimie des chiffres sortis presque tous comme par magie du chapeau de la comptabilité créative, l'attente et les démonstrations d'enthousiasme, et aussi les annonces, unanimes, autour de la réalisation de l'excédent primaire à la fin de 2013. C'est sur cette attente, qui n'est à mon avis rien d'autre qu'une bulle de savon,
que sont cultivés des espoirs et bâtis des citadelles sur le sable. Car à supposer que ce timide excédent soit finalement dégagé, il ne suffirait pas à enrayer, ne serait-ce qu'un peu, la destruction programmée de la Grèce tant que celle-ci restera sous le joug des mémorandums. Je vais maintenant revenir sur la mondialisation et sur le néolibéralisme pour signaler que cette nouvelle cosmothéorie, ou nouveau système, souffre de nombreuses pathogénies, aussi bien sur le plan international qu'européen. Dans l'UE, la mondialisation qui par définition est planétaire a pris en quelque sorte une forme régionale, alors que la création de la monnaie unique européenne est une expérience dangereuse qui a déjà pleinement échoué et dont la fin est constamment reportée. À cause, il est vrai, des intérêts surtout allemands qui en sont les grands gagnants, mais aussi à cause des conséquences menaçantes et incertaines qui marqueront très probablement sa fin. La monnaie unique a aboli en fait l'égalité des États membres au sein de l'UE, avec d'un côté les puissants et de l'autre les faibles, et a utilisé comme arme la dette publique pour justifier la différence de traitement. L'Europe du Nord, même si elle a renforcé sa position grâce aux excédents commerciaux qu'elle doit aux pays du sud de l'Europe, a fini par se tourner dans une explosion pleine de mépris et de haine, contre les régions économiquement plus faibles, détruisant un à un les chaînons de solidarité et de cohésion et sacrant l'Allemagne leader incontesté de l'Europe. Dans cette longue marche, la destruction économique de la Grèce, à travers des plans voués à l'échec dès le début et la mise en vente de ses richesses nationales, sont des étapes qui conduisent à l'objectif final, à la gouvernance mondiale. Cette gouvernance mondiale, comme je l'ai noté précédemment, qui a pour noyau dur les banques, aspire à l'enrichissement d'une oligarchie et à l'appauvrissement programmé du reste. Ce qui se passe dans le monde et en Europe, avec la Grèce en tête de liste, sert aussi un autre objectif, l'abolition de la démocratie. Les banques dépouillent les citoyens européens pour éviter la faillite. Cette opération de sauvetage s'annonce de longue haleine, car semblable à l'hydre de Lerne, elle exige toujours plus d'argent. B. Des mesures complémentaires et des choix socio-politico-économiques. Ici se bousculent les visées secrètes de la mondialisation et les hypothèses jamais vérifiées du néolibéralisme. À titre indicatif et non exhaustif. 1. Des gouvernants implantés délogent les nationaux. Les établissements financiers privés, en dépit de la puissance illimitée qui leur permet d'émettre des produits dérivés, n'étant pas légaux, ont absolument besoin de personnes à des postes stratégiques. En effet, les objectifs du nouvel ordre ne pourront se concrétiser sans l'appui d'alliés et de dignitaires initiés, placés à la tête de gouvernements, ou nommés à des postes clés, si possible liés aux finances, dans les gouvernements des économies nationales. C'est ainsi qu'un groupe élargi de Golden Boys, après avoir occupé des postes de cadre dans des établissements bancaires et financiers partout sur la planète, assez longtemps pour pouvoir se présenter ensuite comme un gage d'orthodoxie, sont implantés surtout en période de crise. Ce sont d'abord les économies fragiles et endettées qui sont choisies, où ces Golden Boys sont implantés comme Premier ministre ou ministre des Finances de préférence, délogeant, terrorisant et calomniant les gouvernements indigènes. Ces derniers ont été délogés, mais cela ne se voit pas parce qu'ils sont encore sur pied. Ils ont par contre les mains liées et ne peuvent tracer leur propre politique, ou prendre des décisions importantes. Ce ne sont plus que des hommes de paille. Les perspectives d'avenir pour l'humanité ne sont guère réjouissantes, et les conditions imposées les unes après les autres en Grèce depuis 4 ans se poursuivent et se généralisent au reste de l'Europe et du monde. Quant à l'avenir qui nous est réservé, il est déjà visible et hélas effroyable. Employés de banques et de multinationales, royalement payés, assurés du soutien de leurs grands patrons quoi qu'il leur arrive et quels qu'en soient les risques, ces Golden Boys leurs familles sont dotés d'une vue et d'une ouïe sélective et sont entièrement voués à leurs puissants employeurs. Les exigences de ces derniers, aussi dures, inhumaines et criminelles soient-elles, seront exécutées à la lettre par les implantés. Depuis 2001, c'est-à-dire depuis la rédaction de mon livre « Mondialisation conspiratrice », je ne cesse de me demander comment et pourquoi les gouvernements élus des économies nationales se laissent ainsi neutraliser sans réagir. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Le mystère demeure impénétrable malgré mes efforts pour l'élucider. J'ai cependant tendance à penser que ces élus sont des individus extrêmement ambitieux, souvent très attirés par l'argent, dénués de principes, dénués aussi de conscience et de dignité nationale,
convaincu que l'exercice du pouvoir dans des économies fragiles ne peut se faire qu'à condition de fournir les gardiens de l'étranger en terre et en eau, et cela, il l'accepte d'emblée contre un siège de ministre ou bien plus encore contre un siège de Premier ministre. Et puis, même harcelés par les remords d'avoir vendu leur patrie, ils savent que s'ils refusent d'obtempérer aux ordres venus de l'extérieur, de plus en plus cruels pour les populations et qu'ils ont du mal à suivre, ils mettront jusqu'à leur propre vie en danger. Pris en otage et sans échappatoire possible, ils acceptent même de devenir les bourreaux de leurs concitoyens. Pour finir, ils acceptent de trahir leur propre patrie. Malgré leurs efforts intenses pour renforcer ses accointances avec toujours comme chef incontesté le groupe Goldman Sachs, les puissants établissements financiers n'ont pas réussi à élargir leur influence en Europe qui est finalement limitée, en raison des réactions qu'ils provoquaient. C'est pour cela qu'ils ont dirigé leurs tentacules vers les pays émergents, par l'intermédiaire de l'ancien président de la Banque mondiale, Robert Zoellick. Les révélations au sujet des accointances entre les colosses de ce monde, qui s'attachent à utiliser des anciens chefs d'État pour servir les établissements JP Morgan et Rothschild, sont toujours fort surprenantes. Tout Ponticchi 17-10-2013. 2. La réduction du secteur public. Cette obsession à vouloir minimiser à tout prix le secteur public est un héritage des classiques néoclassiques, qui a subi une importante mutation avec les néolibéraux, et que finalement les partisans de la gouvernance mondiale ont fini par s'approprier. Ils sont obnubilés par l'idée que tout ce qui est public ou d'État est de fait inefficace. Outre cette hypothèse jamais vérifiée, Negroponte Delivanis, 1993, selon laquelle la productivité du secteur privé est forcément toujours supérieure à celle du public, ce que l'on peut aisément démentir, le rejet des néolibéraux pour tout ce qui touche au secteur public, et particulièrement à l'État-providence, peut s'expliquer par leur aversion pour l'interventionnisme de l'État qui, selon eux, restreint la liberté des particuliers. Le désir de supprimer les gouvernements nationaux en vue d'instaurer la gouvernance mondiale. Leur mépris des faibles et plus largement de ceux qui ont besoin d'aide, ce qui explique qu'ils trouvent l'État-providence superflu et dépensier. L'intention de remettre la totalité du patrimoine national entre les mains de particuliers, pas de tous bien sûr, seulement des milliardaires qui gouverneront la planète. Pour dissoudre l'État, les destructeurs de la Grèce n'hésitent pas à imposer des mesures d'une indicible barbarie, utilisant le pays comme cobaye. Entre autres mesures, citons le licenciement graduel de 150 000 fonctionnaires, la fermeture d'hôpitaux, de facultés, d'écoles et de crèches, mais aussi d'industries d'armement, sans études sérieuses préalables et bien entendu, sans tenir compte des répercussions sur la société et l'économie qu'auraient ces mesures si radicales et superficielles. Odieuses et inefficaces, extrêmement lourdes de conséquences, ces mesures sont légitimées par la soi-disant taille surdimensionnée du secteur public grec lequel, statistique officielle à l'appui, se situe tout à fait dans la moyenne européenne, OCDE. Et puis, tout un tas de résultats troubles et d'une texture pour beaucoup criminels sont mis en avant, comme la diminution de la population, son niveau de formation insuffisant, son appauvrissement progressif. Vidée, la population n'est plus en mesure de penser ou de réagir efficacement face à la tempête qui lui est réservée. Et pour couronner les mesures citées plus haut, il y a la mise sur écoute systématique des hommes politiques et de particuliers. Il serait naïf de croire que les épreuves imposées à la Grèce depuis 2009, inédites et uniques en leur genre, ont été conçues spécialement pour elle, c'est-à-dire un peu plus de 2% de l'UE, et qu'elles s'en tiendront là. Il est en effet absolument certain qu'elles s'étendront, d'abord à tout le sud de l'Europe, et si elles ne sont pas arrêtées d'une façon ou d'une autre, elles finiront par couvrir l'ensemble de la planète. Le souci de diminuer la taille de l'État, dans la conception initiale du néolibéralisme économique, visait à ne pas faire obstacle au fonctionnement des marchés. Or, l'environnement macroéconomique de l'UE, incertain et souvent conjoncturel, remanie de diverses manières pas toujours transparentes ses objectifs. En réalité, un État supranational tout-puissant et non plus national a pris forme au sein de l'Union européenne, et par l'intermédiaire de la Banque centrale européenne, produit et distribue sans compter de l'argent aux banques européennes, s'efforçant ainsi de réduire les tendances à la récession permanente liée à l'euro. Il est clair que le système monétaire central de la zone euro s'en est tacitement remis à l'Allemagne,
et endosse des rôles que les autres États membres n'avaient pas du tout prévus, et qu'ils n'auraient certainement pas avalisés. Plus particulièrement, c'est l'Allemagne elle-même qui décide, par l'intermédiaire de la BCE, de la quantité d'argent qui sera chaque fois produite et surtout de la quantité que la BCE voudra bien prêter aux économies pauvres du sud de l'Europe qui souffrent d'un manque de liquidité, et par conséquent ne parviennent pas à se dépêtrer de la récession. La contrepartie permanente et meurtrière des prêts accordés à ces pays qui, en l'occurrence, ne suffiront pas à ralentir vraiment la récession et certainement pas à relancer la croissance, ce sont l'austérité, de plus en plus astreignante, et les privatisations massives. Ces dernières réduisent assurément la taille de l'État dans les économies fragiles de la zone euro, et renforcent en même temps le secteur public surtout de l'Allemagne. Ce système, qui affaiblit et appauvrit le sud de l'Europe, est d'inspiration anglo-saxon-coloniale. Autoritaire et totalitaire, il fait reculer la démocratie en Europe. 3. L'austérité imposée comme obligation constitutionnelle légale de l'UE pour servir de locomotive de l'asservissement des populations. La survie de la monnaie unique européenne, en grande partie responsable de la suppression de l'égalité des États membres, exige de ces derniers qu'ils fonctionnent dans un contexte permanent d'austérité et d'équilibre de sous-emploi. De politiques conjoncturelles et de court terme visant au contrôle de l'inflation, l'austérité s'est élevée au rang d'état volontairement permanent, alors que non seulement le risque d'inflation n'existe pas, mais en plus les économies contemporaines fonctionnent en deçà de leur capacité à cause de la tendance tenace à la récession. Officiellement, ce choix est justifié par le récent pacte de compétitivité et de croissance promu au sein de l'UE par l'Allemagne, et qui aspire à garantir stabilité et compétitivité par la réduction continuelle des salaires et des retraites. C'est la stabilité monétaire, avec l'austérité continue, qui maintient en vie l'euro déficient lequel, ne disposant pas d'un gouvernement national pour le soutenir et le réguler, se limite nécessairement au rôle de monnaie neutre, c'est-à-dire une monnaie incapable de créer de l'inflation et de la déflation. C'est justement cette situation particulière de la zone euro qui a condamné l'UE à la récession, ou, dans le meilleur des cas, à une croissance très lente. En effet, pour la période d'avant la crise de 2007 à février 2013, le PIB de la zone euro a baissé en moyenne de 0,3%, tandis que seuls les PIB de l'Allemagne et de la Belgique ont très légèrement augmenté, Eurostat. Dans ces conditions, il est absolument urgent de revoir le mode de fonctionnement de la monnaie unique européenne, puisque c'est elle qui a embourbé l'UE dans le marasme économique. Or, cette solution, rationnelle pour l'Europe dans son ensemble mais surtout pour sa partie sud, laquelle pâtit de la surévaluation de l'euro qui coule sa compétitivité, est pour le moment exclue. Et ceci, parce que ce système sert avant tout l'Allemagne qui refuse toute discussion autour d'un éventuel changement. Rappelons à ce propos que cette obsession de l'Allemagne, qui persiste à suivre un schéma nuisible à ses partenaires de la zone euro, peut s'expliquer par les différences entre son économie et celle des autres économies européennes. Ainsi, l'économie allemande se distingue-t-elle par une demande extérieure plus importante que la demande intérieure, ce qui signifie que son système exige des mesures continuelles de baisse du coût de production. C'est cette politique qui a permis à l'Allemagne de dégager un important excédent commercial, que les économies de l'Europe du Sud ont fini par payer très cher. Je voudrais encore faire remarquer que la volonté de l'Allemagne, qui encourage ses partenaires à stimuler leur compétitivité et à lui ressembler, ne tient pas, étant donné qu'un excédent suppose une économie en déficit. L'austérité imposée à la zone euro comme politique macroéconomique permanente, mis à part les résultats défavorables à court et moyen terme, a aussi des effets négatifs à long terme qui excluent toute amélioration de la compétitivité des économies qui y sont soumises. Plus concrètement, cela signifie que le réseau routier n'est plus entretenu, que l'enseignement supérieur se dégrade, que les capacités professionnelles des chômeurs se déclassent et que les économies qui appliquent l'austérité comme politique à long terme auront beaucoup de mal à redémarrer et à cause aussi de la dégradation de leur compétitivité, leur avenir s'annonce des plus sombres comparé aux économies qui n'ont pas été soumises à cette politique restrictive. L'austérité en vigueur ces 10 dernières années est légitimée par l'idée qu'elle seule est capable de contrôler la dette publique élevée des économies contemporaines,
surtout européenne. Or il faut bien admettre que cette conviction ne tient pas, qu'elle repose sur un fondamentalisme idéologique et qu'en réalité, elle n'est démontrée du point de vue historique par aucun succès dans la lutte contre la dette. Ce qui est prouvé en revanche, c'est que des coupes importantes dans les dépenses ne font qu'aggraver le problème Blaise, 2013. Justement, dans le cas de la Grèce, l'austérité est contre-indiquée pour un tas de raisons liées aux spécificités de son économie. Pour ma part, je considère grave le fait qu'en 1991, l'économie grecque était en butte exactement aux mêmes difficultés d'endettement et de pression de la part de l'UE qui voulait lui imposer une politique d'austérité en échange d'un prêt. J'avais conscience que cette politique d'austérité qui, alors comme aujourd'hui, nous obligeait à nous soumettre par le chantage, était destructrice pour notre économie. Et c'est ainsi que j'ai réalisé, en collaboration avec ma fille Eleni Delivanis, docteur en économie, une recherche ad hoc pour démontrer qu'avec une politique différente, expansionniste et non restrictive, les résultats auraient été meilleurs. Maria Negroponte Delivanis et Eleni Delivanis, 1991. Depuis la rédaction de notre étude, qui a hélas un caractère d'avertissement, 22 années ont passé. Or, les difficultés de notre pays, même si elles sont toujours les mêmes, se sont considérablement aggravées. La conclusion de cette étude, à savoir, je le répète, qu'avec une politique non restrictive, nous serions aujourd'hui dans une bien meilleure situation, se suffit à elle-même et n'a pas besoin de preuves, je pense. L'Allemagne pourtant, du point de vue du service de ses intérêts nationaux, a parfaitement raison d'insister sur cette politique d'austérité éreintante même si elle est catastrophique pour le sud de l'Europe, puisque la crise lui apporte d'énormes profits. Selon les déclarations à ce propos, de l'eurodéputé allemand d'origine grecque Yorgos Hatsiarkakis sur la chaîne de télévision privée grecque Antena, la crise a fait gagner à l'Allemagne 114 milliards d'euros, qui devraient être rendus aux pays du Sud. Il est bien sûr clair que se borner à l'austérité comme seule politique macroéconomique, malgré un PIB en augmentation constante et rapide par rapport aux salaires gelés, sert, d'une façon particulièrement efficace, l'accumulation des richesses dans les mains d'oligarques de moins en moins nombreux. 4. Le pogrom du travail, le marché du travail transformé en jungle. Le taux élevé du chômage est le résultat d'un choix volontaire, comme je le soutiens depuis des années, Negroponte Delivanis, 1995, tandis que l'absence de politique pour le combattre est elle aussi soigneusement planifiée. J'ai ainsi soutenu pour ma part que le chômage sert de locomotive à la redistribution du revenu et de la richesse, du travail vers le capital, et maintenant plus particulièrement, vers le capital financier. La priorité, du moins dans les économies évoluées, n'étant plus d'assurer la production matérielle, la baisse brutale de la demande en biens et services par les salariés qui dans ces économies-là représentent 85 à 90% de la population active, n'est pas du tout considérée comme inquiétante, elle est même au contraire recherchée. Le PIB des économies suffisamment évoluées reste constamment au-dessous du plein emploi, en pourcentage égal à celui du chômage ainsi provoqué. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.